Je me souviens du jour où nous avons vu la frontière pour la première fois. Même à travers le filtre déformé des capteurs et les kilomètres de bruit radioactif, cette chose paraissait incorrecte. Comme si l'univers lui-même avait tracé une limite, dessiné une ligne blanche et écrit « Ne pas aller plus loin ». L'écran a clignoté et j'ai compris pour la première fois que le sentiment de vide pouvait être plus qu'une métaphore. Devant nous se dressait un mur d'énergie pure, lisse, uniforme, sans la moindre trace de matière. Pas de poussière, pas de lumière d'étoiles derrière lui. Nous étions suspendus dans un silence absolu, au point que la ventilation paraissait assourdissante. Quelqu'un de l'équipe a plaisanté en disant que c'était sans doute un pare-feu cosmique envoyé par Dieu. Nous avons ri, mais personne n'a su expliquer pourquoi des frissons nous parcouraient à la peau. Quand les premières images sont arrivées sur Terre, ce fut le cirque. Les politiciens se disputaient pour savoir à qui appartenait la découverte, les sociétés commençaient à partager le potentiel d'expansion, et les scientifiques s'arrachèrent les cheveux. Nos noms apparaissaient dans les journaux, on nous appelait les pionniers d'une nouvelle ère. J'avais envie de leur dire que nous n'avions fait que trouver une porte, sans savoir s'il y avait seulement une poignée. Nous avons essayé de comprendre la nature de ce phénomène. Laser, analyse spectrale, drone. Tout revenait carbonisé ou ne revenait pas du tout. Finalement, le commandant a déclaré que le mur réagissait aux impulsions électromagnétiques comme un être vivant. À partir de ce moment-là, un malaise s'est installé. Si elle réagit, c'est qu'elle ressent. Et si elle ressent, qui dit qu'elle n'attend pas? Chaque jour, l'espace autour de la frontière devenait plus encombré. Des centaines de vaisseaux, scientifiques, militaires, privés, flottaient en orbite, tels des poissons affamés autour d'un requin. On échangeait des données, on se disputait, on enregistrait des vidéos. Certains affirmaient entendre des sons graves, comme si l'énergie elle-même chantait. Un jour, j'ai effectivement perçu une étrange vibration, comme un murmure à travers le métal de la coque. C'est là que j'ai commencé à penser que ce n'était peut-être pas une barrière, mais une invitation. Mais une invitation à quoi? Mon partenaire et moi avons passé des heures à fixer cette lumière, et plus on la regardait, moins on était sûr de vouloir connaître la réponse. Puis l'ordre est venu de descendre plus près pour effectuer des mesures. Personne ne voulait être le premier, mais le protocole exigeait une vérification de sécurité. Nous nous sommes approchés à distance minimale. Pendant une seconde, tout est devenu noir, les instruments se sont détraqués, puis j'ai vu la surface de la frontière frémir comme si elle respirait. Cela n'a duré qu'un instant, mais je le jure, elle a bougé. Quand nous sommes revenus, le rapport disait « Réaction anormale du champ à l'approche ». Moi seul sais que je n'ai pas vu un champ, mais quelque chose qui nous observait en retour. Et maintenant, je ne sais plus qui a découvert l'autre en premier, nous ou la frontière. Nous sommes arrivés en orbite de la frontière 3 mois après sa découverte. Depuis, l'espace autour de cette chose est devenu un mélange chaotique de science, de politique et de paranoïa. Des centaines de vaisseaux flottaient dans un silence suspendu, comme des mouches collées à une pellicule invisible. Des stations se construisaient les unes après les autres, chaque module arborant ses propres antennes, laboratoires et fiers écussons d'entreprise. Les gens vivaient ici pendant des mois, sans sortir, disputant qui comprendrait en premier le principe du champ, qui brevetterait la technologie, qui entrerait dans les manuels. Nous échangions des données, nous disputions, nous fumions dans l'obscurité près des coupoles d'observation, en évitant de regarder trop longtemps du côté de la frontière. Elle hypnotisait. Même quand les rideaux tombaient, on sentait encore dans nos têtes comme si quelqu'un respirait derrière eux. Les premières théories étaient enfantines. Un mur de plasma, une trace résiduelle d'une supernova, une chute de matière hors d'un contour quantique. Puis vinrent les folles. Un physicien affirma que c'était la surface miroir d'un autre univers. Les ingénieurs tentèrent de modéliser le phénomène, mais les équations se brisaient comme des dents sur du métal. La seule certitude, l'énergie était stable, mais non statique. Elle pulsait à un rythme étrangement synchronisé avec les biorhythmes humains. Nous ne croyions pas aux coïncidences, mais les instruments ne mentaient pas. Alors commencèrent les expériences sur la perception sensorielle.
On plaçait des gens dans des chambres avec vue sur la frontière et on observait leurs réactions psychoactives. Les résultats étaient effroyablement similaires. Insomnie, sensation d'être observé et impression nette que la lumière répondait au regard. Les militaires, bien sûr, perdirent patience. Pour eux, ce n'était pas un phénomène mais une menace. Ils disaient que si l'on ne pouvait comprendre comment cela fonctionnait, il fallait au moins savoir comment le détruire. Ils commencèrent à construire des plateformes de défense, à installer des tourelles et à déployer des croiseurs lourds. Les scientifiques protestèrent, exigeant qu'on ne les empêche pas de travailler, mais dans l'espace, la voix de la science est toujours plus faible qu'un coup de feu. J'ai vu des navettes de laboratoire revenir avec leurs coques brûlées, comme si quelqu'un de l'autre côté les avait touchées d'une main en feu. Quelques drones disparurent complètement, ils cessèrent simplement d'exister. Alors les militaires en conclurent que le mur ne faisait pas que réagir, il se défendait. Dès lors, parler de diplomatie devint une plaisanterie. Nous disputions des nuits entrières. Dans la salle commune, il faisait froid, l'air sentait le métal et la poussière, et sur les écrans défilait l'image infinie de la paroi lumineuse. J'étais pour la prudence. Je pensais que se presser, c'était perdre la chance de comprendre. Mais la plupart ne raisonnaient plus ainsi. Ils voulaient de l'action, de la clarté, une victoire sur l'inconnu. Les humains ne supportent pas les mystères, surtout quand, tout près, palpite quelque chose qui refuse de répondre. C'est alors que j'ai remarqué pour la première fois que je voyais, dans la frontière, non plus une énergie, mais un visage. La lumière se condensait en forme précise, comme si elle essayait d'imiter des traits humains. Je me tue, personne ne m'aurait cru. Avec le temps, la division fut totale. Certains élaboraient des théories sur une structure consciente, d'autres préparèrent des armes. Les conférences devinrent des cris, les projets communs de l'espionnage. La station scientifique Euler refusa de transmettre ses données à la flotte militaire, qui en retour coupa son alimentation énergétique. Tout s'effondra en une semaine. La paix entre chercheurs et commandement prit fin, comme la patience avant la tempête. Je ne savais pas qui appuierait le premier sur le bouton, mais je sentais que nous étions trop proches de quelque chose que l'esprit humain n'était pas censé comprendre. Et chose étrange, plus nous avions peur, plus la frontière brillait, comme si elle appréciait notre frayeur. Le premier contact se produisit par hasard. Ou, pour être honnête, par notre erreur. L'un de nos sondes de recherche, le Galilée 7, devait s'arrêter à 100 km de la frontière, mais le logiciel décida de jouer les héros et s'approcha davantage. Nous vîmes tout en direct. Le corps du drone tremblait sous les surcharges. Des éclairs de lumière dansaient autour de lui, puis la connexion fut coupée. On crut que c'était fini, mais quelques secondes plus tard, l'écran se ralluma. Seulement, l'image n'était plus la nôtre. Au lieu de l'interface habituelle, apparurent des symboles inconnus, pulsant comme un battement de cœur. Personne ne comprit rien. Je me souviens que tout le monde dans le centre de commande s'immobilisa. Même l'air sembla suspendu. Nous nous sommes regardés et quelqu'un a chuchoté. Ils ont répondu. Au début, nous pensions qu'il ne s'agissait que d'interférences. Mais plus nous analysions, plus il devenait clair que la séquence des signaux n'était pas aléatoire. Elle se répétait, s'ajustait, comme si quelqu'un, de l'autre côté, essayait de capter notre rythme. Je participais au déchiffrage. Nous cherchions des motifs, fréquences, répétitions, structures. Au 28e heure, quelqu'un remarqua que l'intensité du signal variait en synchronie avec nos requêtes. En d'autres termes, nous clignions, et ça clignait en retour. Le quartier général annonça alors « Contact établi ». Cette phrase sonnait à la fois belle et terrifiante. Personne ne savait ce que nous venions de faire. Inaugurer une nouvelle époque ou ouvrir une porte derrière laquelle se cachait quelque chose qui n'aurait jamais dû nous remarquer. Quelques jours plus tard, l'équipe de physiciens décida d'envoyer une réponse. Un simple signal impulsionnel avec un schéma binaire signifiant « oui ». Lorsque l'émetteur fut activé, tout le vaisseau vibra, comme si quelqu'un avait fait glisser un doigt sur la coque. Les écrans commencèrent à se déformer, les lampes clignotèrent, et un bourdonnement grave emplit les haut-parleurs, indescriptible mais étrangement vivant.
Nous avons coupé la communication, mais le signal ne s'est pas arrêté. Il continuait à résonner alors que tout le matériel était hors tension. C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus nous qui observions la frontière, c'était elle qui nous observait. Sur Terre, ce fut la panique. Certains célébraient la plus grande découverte de l'humanité, d'autres exigeaient l'arrêt immédiat du contact. Les politiciens prétendaient que tout était sous contrôle, tandis que, en orbite, nous dormions 2 heures par nuit et buvions le café comme une eau sacrée. Les scientifiques se divisaient. Les uns affirmaient que nous faisions face à une intelligence artificielle, d'autres à un organisme vivant dépourvu de forme physique. Les militaires, eux, soutenaient qu'il ne s'agissait que d'un reflet, peut-être un piège. Mais comment expliquer le fait que le signal s'était mis à imiter la parole humaine? Sur les enregistrements, on distinguait un faible écho de nos propres mots, déformés mais reconnaissables, comme si quelqu'un apprenait à parler en nous écoutant. Je me souviens d'une nuit où j'étais assis devant la baie d'observation. En bas, derrière la vitre, la frontière scintillait, régulière, parfaite, infinie. Et soudain, j'ai compris qu'elle aussi regardait. Pas avec des yeux ni des capteurs, mais avec tout son être. Pas avec haine ni hostilité, juste avec une attention intense, comme un humain voyant son reflet pour la première fois. J'ai eu peur, non pas parce qu'elle pouvait nous détruire, mais parce que j'y ai perçu quelque chose de douloureusement familier. Et si nous n'avions pas découvert un nouveau monde, mais simplement trouvé un miroir où l'univers se voyait pour la première fois? Je ne suis toujours pas sûr de savoir qui a tiré le premier. Personne, sans doute, ne le saura jamais. Tout a commencé quand la frégate Orion s'est approchée trop près de la frontière pendant l'étalonnage des capteurs. Selon le protocole, elle devait garder ses distances, mais la communication était instable, la navigation défaillante, et le vaisseau a simplement dérivé là où il ne fallait pas. Sur les enregistrements, tout ressemblait à un accident, une impulsion, un éclair, puis le feu. Le canon laser s'est activé tout seul, comme s'il avait reçu un ordre d'attaque. La frontière s'est alors enflammée d'une lumière si vive qu'elle a aveuglé les capteurs optiques. Puis vint la riposte, pas une explosion, pas un choc, mais une vague de lumière qui balaya la moitié des satellites en orbite et les transforma en une pluie silencieuse de métal en fusion. Ce n'était pas de l'agression, c'était un avertissement. Mais il était impossible de le faire comprendre aux militaires. 1 heure plus tard, la flotte déclara l'état d'urgence. Les canaux radio saturaient d'ordres, de cris et de panique. Les personnes à bord de l'Orion disparurent. Le vaisseau s'évanouit comme s'il n'avait jamais existé. Personne ne comprit ce qui s'était passé, mais la peur fit le reste. Le commandement conclut que la frontière attaquait. En réponse, ils lancèrent des torpilles, activèrent les batteries et ouvrirent le feu sur le mur d'énergie, qui ne tentait même pas de se défendre. Je regardais la diffusion depuis le laboratoire et je compris soudain que nous faisions la guerre à quelque chose qui ne bougeait pas et ne répondait pas. Les explosions semblaient pitoyables, de minuscules points de rage contre une surface infinie et immobile. Et pourtant, chacun de nous ressentait au fond de lui que le mur regardait silencieusement et endurait. Quand la réponse arriva enfin, personne n'était prêt. De la frontière jaillit une nouvelle vague d'énergie, non aveuglante, non destructrice, mais presque vivante. Elle traversa l'espace, les vaisseaux, les hommes. Tout s'arrêta. Les instruments devinrent fous. Le temps sembla suspendu, et pendant quelques secondes, j'ai vu des visages. Ni humains, ni étrangers, juste des formes, des éclats, comme dans un rêve. Puis tout disparut. Beaucoup pensèrent à une hallucination. Mais les vaisseaux les plus proches commencèrent à fondre. Pas de chaleur de l'intérieur, comme si la matière elle-même n'avait plus la force de se maintenir. Le commandement ordonna alors la retraite. Mais il était trop tard. La moitié de la flotte ne répondait plus. Les premières pertes officielles furent reconnues 24 heures plus tard. 300 personnes, portées disparues, bien que tous savaient qu'il ne restait même pas de débris. La presse terrestre criait à l'attaque et exigeait des représailles. Les politiciens promettaient une réponse symétrique.
Les scientifiques écrivaient des rapports prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une arme, mais d'un reflet de nos propres actes, mais personne ne les écoutait. Nous avions ouvert la boîte de Pandore, puis accusé les ténèbres d'avoir osé nous regarder en retour. Depuis, tout avait changé. La frontière n'était plus un mystère. Pour l'humanité, elle était devenue un ennemi. Pour moi, un miroir reflétant notre propre stupidité. Je pense souvent que tout aurait pu être différent. Si quelqu'un avait juste appuyé sur « annuler », annulant la décision fatale, si la flotte n'avait pas été si terrifiée par sa propre ombre et par l'inconnu, au point d'oublier le sang-froid, si l'homme avait su attendre et faire preuve de patience face à ce qu'il ne comprend pas. Mais apparemment, attendre n'est pas dans notre nature. Nous avons l'habitude de frapper les premiers, d'agir par peur, d'éliminer toute menace potentielle juste pour ne pas nous sentir vulnérables. Et maintenant, chaque fois que je regarde le ciel nocturne, froid et vide, je repense à cet instant terrible, ce moment où l'univers nous a répondu pour la première fois, non par des mots, non par un dialogue, mais par la lumière, vive et aveuglante, et j'ai la certitude qu'alors il n'était ni en colère ni hostile, seulement profondément déçu. Au début, personne ne voulait admettre qu'il s'agissait d'une guerre. On parlait de opération de confinement, de riposte à une menace, de incident tactique. Mais lorsque les premières stations disparurent, même la propagande cessa de chercher des euphémismes. La frontière n'était plus un mur, elle avait changé. Sa surface se mit à bouger, à couler, formant des éclats lumineux semblables à des tirs. Nos capteurs détectaient des impulsions énergétiques identiques à des salves de plasma, mais dirigées non vers des cibles, plutôt dans l'espace lui-même. Alors l'état-major conclut: si ça tire, c'est que ça a une flotte, et là, tout s'effondra. De la Terre, de la Lune et des colonies orbitales, des dizaines de vaisseaux furent lancés. Les sociétés finançaient des armadas, les gouvernements formaient des coalitions pour la paix. Personne ne parlait plus de science. Tous voulèrent la revanche, bien que nul ne sache vraiment contre qui nous partions. J'étais à bord du transporteur Athéna lorsque les premières opérations à grande échelle ont commencé. Nous devions livrer du matériel à la station Euler 2, qui était bloquée dans une zone morte de communication. À notre arrivée, il ne restait de la station que des débris, nets, comme si quelqu'un l'avait coupée en deux avec un laser. Il n'y avait aucun corps, aucun signal de détresse. Seulement des traces résiduelles d'énergie correspondant au spectre d'émission du frontière. C'est alors que le commandant a dit « Ce n'est pas un reflet, c'est une attaque. » Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en nous tous. Nous avons cessé de voir le frontière comme une énigme. Il était devenu un monstre, et nous devions le détruire. Même si nous ne comprenions pas comment, les semaines suivantes sont devenues un cauchemar. Les batailles éclatèrent partout dans les couloirs de transport, près des nœuds énergétiques, même aux confins de la ceinture martienne. Parfois, l'ennemi apparaissait soudainement, sans signal, sans trace radar, juste un éclair de lumière, et la station cessait d'exister. Les scientifiques disaient que ce n'était pas une arme, mais un effet secondaire de l'interaction de la matière avec le frontière. Mais qui se souciait des détails quand les vaisseaux brûlaient? Nous répondions par un feu massif, lancions des missiles, construisions des boucliers avec des satellites. Et pourtant, ils disparaissaient. Chaque nouveau jour devenait un rapport de perte. Nous combattions ce que nous ne voyions pas et pourtant nous croyions gagner. Psychologiquement, nous commencions à céder. Les tours de garde se raccourcissaient, les conversations devenaient plus rares. Les gens évitaient de se regarder dans les yeux. Parfois, la nuit, un membre de l'équipage se réveillait en criant, jurant avoir vu des visages, les mêmes qui apparaissaient dans la lumière du frontière. Les médecins parlaient de syndrome de perception spectrale, mais je savais que ce n'était pas des hallucinations. Nous sentions tous une présence, douce, froide, comme un regard à travers une vitre. Il semblait qu'ils ne nous combattaient pas, mais observaient simplement comment nous nous détruisions nous-mêmes. Nous détruisions des stations, interceptaient nos propres signaux, faisions exploser des drones parce que nous pensions qu'ils étaient déjà contaminés. Chaque jour nous rapprochait de la folie et personne ne voulait admettre que l'ennemi ne nous percevait peut-être même pas comme nous le percevions. Lorsque la flotte perdit le contrôle de la ligne d'approvisionnement,
la Terre ordonna le lancement de l'opération Eclipse. Nous devions attaquer directement le frontière, neutraliser son noyau énergétique s'il existait vraiment. Des milliers de vaisseaux avancèrent vers la lumière comme des insectes attirés par la flamme. Je me souviens de ce moment. Des milliers de feux, des rangées parfaites, les cris des contrôleurs dans les transmissions et devant nous, un mur infini. Nous volions vers un endroit où rien de vivant ne devait exister, et pourtant, nous sentions qu'on nous attendait. Quand la première salve frappa la surface, le frontière s'illumina, et tout l'espace fut aveuglé pendant 1 seconde. Puis le silence. Un silence tel que j'ai entendu battre mon cœur. Nous pensions avoir gagné. Mais ce n'était qu'une pause, avant que l'univers ne décide enfin de répondre. Je m'en souviens comme si c'était hier, bien que plusieurs gardes sans sommeil soient déjà passés. Le méga-croiseur Atlas s'approchait du frontière, et son blindage reflétait des tempêtes entrières de lumière. Au début, c'était un transporteur, une immense ville flottante avec des quartiers résidentiels, des serres et des salles de classe. Mais quand la guerre s'est mise à sentir l'essence et l'électricité, l'Atlas est devenu une citadelle. Nous montions à bord en civil, avec du matériel, des plans d'évacuation, l'espoir de montrer en pratique comment protéger les convois de ravitaillement. L'émotion était étrange, un mélange de fierté et de dérision, comme si nous étions venus avec un gâteau d'anniversaire sur un champ de ruines. Sur les ponts, ça sentait la vapeur et le métal chauffé, et les voyants rouges des panneaux clignotants rappelaient que ce monde flottant pouvait se transformer en débris à tout moment. Lorsque les premiers tirs ont retenti, le Atlas s'est transformé en champ de bataille. Les ondes d'explosion faisaient vibrer les hublots jusqu'aux fissures, la poussière cosmique tombait sur les tables, et il semblait que chaque particule contenait désormais une histoire étrangère. On nous a envoyés dans les compartiments où étaient stockés les drones pour préparer les contre-mesures, boucliers, réflecteurs, zones de manœuvre capables de dévier l'énergie des nœuds vitaux. C'était à la fois drôle et triste de réaliser que nous défendions une serre de basilic, comme si, face à la mort, il fallait absolument sauver un fragment de vie. Les gens traversèrent les couloirs avec des visages marqués par le café et la peur. Certains embrassaient une photo, d'autres mettaient un vieux ruban de la flotte comme porte-bonheur. Rire à ce moment-là semblait un crime, et pourtant il s'infiltrait. Petite blague sur le pare-feu spatial ou « si le mur demande un autographe, faut-il lui donner un stylo ?» Juste pour ne pas perdre la raison. Les assauts commencèrent soudainement et dans le désordre. D'abord, de petites lueurs apparurent, comme des essaims d'éclairs, et les verrous de section sautaient les uns après les autres le long des couloirs. Des hommes en combinaison de protection couraient fermer les sas et démonter les générateurs, puis se produisait une scène presque absurde. Des unités de soldats et des équipes de réparation se croisaient, sautaient par-dessus les câbles, s'échangeaient outils et secours, bien que leur mission soit différente. Le combat ne se menait pas seulement contre l'ennemi extérieur, il se menait aussi contre nos propres systèmes. L'intelligence artificielle du pont prenait parfois des décisions logiques mais fatales qu'il fallait interrompre manuellement. Dans un coin, un ingénieur trifouillait un module d'alimentation défectueux, une lampe grésillait au-dessus de lui, et il éclata de rire, trouvant ironique qu'au milieu de stations en flammes, quelqu'un plaisante encore sur un fusible. Le point culminant de la bataille ne fut pas cinématographique, pas de tir héroïque final, ni de décollage dramatique. Ce fut une longue épreuve, épuisante, comme si l'univers voulait extraire de toi tout ce qu'il restait à donner. Quand l'Atlas perdit enfin sa propulsion et que nous dûmes abandonner certains compartiments, je marchais dans un couloir où jonchaient des notes, des photos, des boîtes contenant les traces d'une vie. On aurait dit que la matière elle-même était lasse de porter ces histoires, et elle s'effondrait comme un château de cartes. Nous avons évacué une partie de l'équipage, laissant derrière nous le silence et des ombres calcinées. En partant, je ne pensais ni à la victoire ni à la défaite, mais à l'absurdité de la lutte humaine pour du métal et des lignes d'approvisionnement, alors que des yeux inconnus nous observèrent déjà. Les derniers tchmots dans ma tête n'étaient ni un serment ni une malédiction, mais une pensée simple. Si j'en avais eu le choix, j'aurais offert cette dernière boîte de photos pour que quelqu'un, un jour, comprenne que nous étions plus que des soldats.
Quand la guerre devint presque une habitude, quand les équipes cessèrent de dater les journaux de bord et que les pertes se changèrent en statistiques, le renseignement rapporta une nouvelle qui bouleversa tout. Ils revinrent avec des fragments de données chiffrés sur des fréquences inconnues et des enregistrements de pulsations semblables à la respiration du cosmos lui-même. Le décryptage prit des semaines, et plus les scientifiques plongeaient dedans, plus il devenait clair que nous ne combattions pas un agresseur au sens habituel, mais une civilisation qui ne partageait pas nos notions de propriété et de frontières. Pour eux, l'espace n'était pas un territoire, mais un organisme vivant, une sorte de tissu de conscience où ils existaient comme des cellules. Nos stations et nos vaisseaux étaient perçus non comme une invasion, mais comme une inflammation, une maladie à isoler ou à éliminer. Cette découverte était humiliante. Toute notre logique, traités, lignes de défense, zones de contrôle, apparaissait comme une forme primitive d'égoïsme face à un être pensant à l'échelle des galaxies. Lorsque le rapport parvint sur les ponts de commandement, les réactions se divisèrent. Certains disaient que la vérité ne changeait rien, l'ennemi tire, donc nous devons tirer en retour. D'autres pensaient qu'attaquer était désormais un crime contre la raison, car il s'agissait d'êtres qui ne comprenaient peut-être même pas la notion de guerre. Entre ces camps, une ligne de séparation fut tracée, politique, morale, humaine. Certains exigeaient de la poursuite de l'expansion, jugeant que la compréhension était un luxe pour les morts. D'autres, au contraire, réclamèrent des négociations, bien que personne ne sache avec qui les mener. Car un contact ne signifiait pas une rencontre entre deux langues, mais un choc entre deux réalités. La nôtre, linéaire, matérielle, mesurable. La leur, ondulatoire, synesthésique, où la possession et la forme ne faisaient qu'un. Et chaque tentative de communication se déformait, comme si le tissu même de l'espace refusait d'être traducteur. Peu à peu, une pensée encore plus terrifiante prit forme. Et si tout n'avait pas commencé de leur côté, mais à cause de notre erreur? Peut-être que la première sonde ayant franchi la frontière n'avait pas seulement troublé leur repos, mais avait littéralement réveillé une conscience endormie. Pour nous, ce n'était qu'un vide, mais pour eux, c'était un temple, une membrane de mémoire qui respirait depuis des milliards d'années. Et lorsque nous avons commencé à construire des stations, à forer des nœuds énergétiques, à ancrer des points de stabilité, cela leur est apparu comme une intrusion dans l'essence même de leur existence. Un malaise s'est installé. Dans les quartiers généraux, on a interdit d'utiliser le mot « ennemi », trop brutal pour ce que nous savions désormais. Mais cette connaissance n'apportait aucun soulagement. Comment expliquer aux mères des morts que leurs enfants ne sont pas tombés par la cupidité de l'adversaire, mais par notre incapacité à comprendre le langage de l'existence? Les scientifiques qui cherchaient la vérité ont commencé à perdre la raison. Pas au sens figuré, littéralement. Leurs rêves se mêlaient aux données qu'ils étudiaient. Les songes se répercutaient dans les instruments, altéraient les signaux, les phases, les trajectoires des drones. On aurait dit que la vérité elle-même refusait d'être dévoilée. L'un des analystes, avant de disparaître dans le laboratoire, laissa un message. « Ils ne sont pas méchants, ils sont simplement différents. Mais pour nous, différent a toujours voulu dire dangereux. Et peut-être que tout l'effroi était là, non pas dans la grandeur du mystère révélé, mais dans la prise de conscience que l'esprit humain était encore une fois trop petit pour l'accueillir sans se détruire. Puis, un étrange calme s'installa. Les rapports de combat continuaient d'arriver, mais ce qui autrefois suscitait la colère ne provoquait plus que le silence. Comme si nous ne combattions plus, mais assistions simplement à l'effondrement de notre propre illusion de supériorité. Et quelque part, sous les couches de peur et de fatigue, naquit un sentiment. Peut-être que cette guerre n'était pas une punition, mais une épreuve. Une mise à l'essai de notre capacité à comprendre ce qui dépasse la logique habituelle de la survie. Mais pendant que l'humanité se disputait pour savoir qui avait tort ou raison, la frontière pulsait dans l'obscurité, comme un cœur vivant nous observant, avec curiosité mais sans haine. Nous avons appelé cela « Opération Écho ». Plus personne ne se souvenait qui avait trouvé ce nom, sans doute quelqu'un de ceux qui ne sont jamais revenus. Le plan était fou, faire exploser un fragment de la frontière, créer une brèche artificielle pour entrevoir,
ne serait-ce qu'un instant, ce qu'il y avait au-delà, là où commençait leur réalité. Certains pensaient que c'était le seul moyen d'établir un contact. D'autres estimaient que nous allions enfoncer une aiguille dans l'œil du cosmos vivant. Mais la décision fut prise. Plusieurs flottilles, des dizaines de drones, des générateurs de résonance spatiale, une armée de techniciens et d'opérateurs. Nous savions que beaucoup ne reviendraient pas. Mais la lassitude d'une guerre sans fin avait relégué la peur au second plan. Nous voulions que quelque chose change, même s'il fallait brûler avec la frontière pour cela. Je me souviens du jour du départ. Nous étions dans les docks, regardant la lueur grise qui palpitait au loin comme une chair vivante. Tous les canaux diffusaient le compte à rebours. Les contrôleurs parlèrent d'une voix sèche, comme pour cacher qu'ils tremblaient. Puis, le silence. L'espace sembla expirer. Quand le résonateur fut activé, la frontière n'explosa pas. Elle vibra. Le son n'était pas un son, mais une vibration dans les os, dans les yeux, dans la mémoire. On aurait dit que le temps lui-même s'était figé. Puis, un éclair aveuglant, et la moitié de la flotte disparut. Simplement disparut. Pas d'explosion, pas de débris, pas de radiation. Juste la lumière et le vide. Nous avons capté quelques signaux, des fragments ressemblant à des voix, mais non humaines. Peut-être était-ce de simples rémanences, ou peut-être une réponse. Nul ne le sut jamais. Ce qui comptait, c'est que l'équilibre avait cédé. Pendant que les quartiers généraux tentaient de comprendre ce qui s'était passé, l'ennemi se mit en mouvement. Leurs vaisseaux ondulatoires, autrefois limités à leur côté, franchirent soudain la brèche. C'était comme si l'univers lui-même leur avait donné la permission. En 24 heures, nous avons perdu 3 stations et 2 colonies. L'espace autour de la frontière devint chaotique. Les satellites déviaient de leurs orbites, les communications étaient coupées, les champs gravitationnels devenaient fous. Nous étions au centre d'une catastrophe que nous avions nous-mêmes provoquée. Et le plus ironique, c'était que plus personne ne se souvenait de la raison initiale. Des missions pacifiques, des ressources énergétiques, ou simplement le besoin humain de prouver que nous étions le centre de l'univers. Après l'échec de l'opération, le commandement tenta d'en dissimuler l'ampleur. Les rapports furent corrigés, les comptes rendus réécrits. Mais sur le terrain, parmi ceux qui survivaient dans les décombres, les rumeurs circulaient déjà. On disait que plusieurs vaisseaux n'avaient pas été détruits, mais qu'ils avaient traversé. Que les gens à bord n'avaient pas vu le vide, mais des cités de lumière, d'immenses structures mouvantes au rythme du pouls de l'univers. L'un des techniciens jurait avoir entendu une voix lui dire de « s'arrêter ». On le radia pour effondrement nerveux. Mais la nuit, en regardant les restes de la frontière, moi aussi j'ai entendu quelque chose. Pas des mots, mais une impression, comme si quelqu'un tentait de nous faire comprendre que la douleur n'était qu'un malentendu. Et peut-être que nous étions devenus ce que nous voulions détruire. Les pertes furent terrifiantes, inimaginables. Nous n'avons pas seulement perdu une grande partie de notre fier arsenal spatial, nous avons perdu la foi en notre justesse et en notre avenir. Tout ce que nous avions un jour considéré comme le sens de notre existence s'était désintégré, tel de la poussière cosmique dans le vide. Et pourtant, au milieu de cette ruine totale, émergea une clarté sombre et étrange. Les deux camps savaient désormais qu'il n'y avait plus de retour possible. Nous, les humains, avions brisé un équilibre ancien, et l'univers tout entier exigeait une rétribution immédiate. Mais au fond de cette horreur et de ce désespoir subsistait encore quelque chose, une mince et presque imperceptible lueur d'espoir, celle que, à travers cette douleur insoutenable et cette destruction totale, pourrait enfin naître une véritable compréhension. Même si le prix à payer était une galaxie entière dévorée par la guerre, nous étions arrivés à la fin que personne ne voulait, mais que tous pressentaient. L'espace autour de la frontière ne ressemblait plus au cosmos, il respirait, vibrait, se fissurait sous la tension. La lumière se répandait dans le vide comme du sang dans l'eau. Tout ce qu'il restait de la flotte humaine s'était regroupé au niveau de la dernière ligne de défense. Là où jadis brillaient des stations et des relais, ne flottaient plus que des débris tournoyants dans le chaos.
Le commandement baptisa l'opération « Dernière lumière ». Nous ignorions si ce serait une percée ou un suicide, mais il n'y avait plus d'alternative. Soit détruire une partie de la frontière pour comprendre ce qu'elle cachait, soit laisser cette vague sans visage effacer tout ce qu'on appelait l'humanité. Quand la bataille commença, elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. L'espace se fissurait comme du verre sous la pression de l'énergie. Leur vaisseau ne bougeait pas, il semblait croître à partir de la lumière elle-même, de la trame du temps. Chaque impulsion se répercutait en milliers d'échos. Nous tirions, bien que conscients de tirer sur l'inconcevable. Les méga-cuirassés explosaient sans bruit, comme des étoiles, et leurs débris se transformaient en poussière lumineuse absorbée par la frontière. Les communications s'effondraient. Je voyais mes amis mourir et ne pouvais rien faire. Tout se mêlait, la peur, l'impuissance, le désir désespéré de trouver un sens à tout cela. Et soudain, au milieu du chaos, le silence. Le grondement cessa. Les vibrations s'arrêtèrent. L'espace sembla retenir son souffle, attendant une décision. Au même instant, notre dernier dispositif s'activa, le résonateur d'antimatière. Il devait être déclenché manuellement, et je jure que personne ne s'attendait à ce que ce soit l'ingénieur, ce garçon dont je ne connaissais même pas le nom, qui le fasse. Il entra dans la capsule, sourit à travers les fissures du verre et disparut simplement. La frontière s'illumina d'une lumière blanche, non pas en se détruisant, mais en s'ouvrant, comme une fleur, comme si elle attendait ce moment depuis toujours. Tout autour devint lumière, non pas aveuglante, mais douce, humaine. Nous vîmes alors ce que nous n'aurions jamais imaginé. De l'autre côté, il n'y avait ni ennemi, ni armée, ni machine. Des flux de lumière, des formes de vie faites d'énergie, semblables à des pensées. Ils ne s'approchaient pas, n'attaquaient pas. Ils observaient seulement. Et dans leur lumière, nous avons vu le reflet de nos erreurs. Pour eux, nous étions ce qu'un virus est pour un organisme, quelque chose d'incompris, mais intriguant. Et soudain, tout devint clair. Depuis le début, ils ne cherchaient pas à nous détruire, mais à nous isoler, pour que nous ne nous fassions pas de mal à nous-mêmes. Quand tout fut terminé, personne ne fêta quoi que ce soit. Il ne restait qu'un tiers de la flotte et plus aucun contact avec la Terre. Nous flottions parmi les débris, tels des enfants perdus, fixant la fracture lumineuse. Puis elle commença à se refermer. Lentement, doucement, comme si la galaxie elle-même décidait que nous avions assez vu. Les signaux de l'autre côté avaient changé, plus paisibles, plus harmonieux. Quelqu'un parla de trêve. Mais je ne crois pas que ce mot convienne. Ce n'était ni un accord, ni une victoire, ni une défaite. C'était une compréhension. Ils avaient vu que nous n'étions qu'une autre forme de vie, cherchant désespérément à prouver son existence, et nous, à notre tour, avions compris que cette guerre n'avait jamais été entre eux et nous. Elle opposait la peur à la curiosité, le besoin de contrôler à la capacité de comprendre. Lorsque je quittais définitivement cette orbite dangereuse, la frontière, zone du premier contact et du dernier affrontement, scintillait encore, palpitant comme une immense cicatrice ouverte sur le corps de l'univers tout entier. J'ignorais si cette brèche finirait par se refermer un jour, ou si elle resterait pour toujours une porte ouverte sur quelque chose de plus grand et d'inconnu. Mais je savais désormais que cette plaie cosmique était moins une blessure mortelle qu'une mémoire collective, un rappel saisissant de la proximité effrayante avec notre propre annihilation et du miracle qui nous avait empêchés de franchir le point de non-retour. Peut-être qu'un jour, dans un avenir lointain, nous y retournerons, non pas avec des armes, mais avec une compréhension sincère et profonde. Mais jusque-là, que la frontière demeure ce qu'elle a toujours été. Non pas une limite entre des galaxies ou des empires stellaires, mais entre notre ignorance passée et la conscience que nous attendions depuis toujours. Après cette bataille, l'espace ne fut plus jamais le même. Nous ne sommes pas revenus en héros, mais en témoins, fatigués, brûlés, avec dans le regard un ciel fendu en deux. La Terre nous accueillit non par des fanfares, mais par le silence. Les anciens gouvernements s'effondrèrent presque aussitôt. Ceux qui avaient bâti la guerre sur la peur et l'orgueil furent incapables d'expliquer que faire de cet abîme ouvert, respirant tout près de nous. La frontière devint bien plus qu'une ligne sur une carte,
Elle se transforma en miroir où chacun voyait son propre reflet. Les scientifiques l'appelèrent membrane de transition, les politiciens barrière stratégique et le peuple simplement miracle. Nous avons appris à vivre avec cette lueur à l'horizon, comme autrefois avec l'océan, sans savoir ce qui se cachait derrière sa ligne. Les années passèrent et tout se mêla. Technologie, idéologie et même la notion de frontières. Des ruines de la guerre surgirent de nouveaux centres scientifiques, ironiquement bâtis sur les orbites d'anciennes stations de combat. Là où autrefois on ordonnait de tirer, on enregistrait désormais des chants composés sur les fréquences de la frontière. Son rythme fit partie de la culture humaine. Les gens cessèrent d'y voir une menace. Elle devint un symbole de changement. Mais moi, je voyais autre chose, la peur que tout recommence. Chaque année apparaissaient ceux qui exigeaient encore une fois la percée, encore le contrôle, encore la puissance. Ils croyaient qu'au-delà de la frontière se cachait une force capable de faire de nous des dieux. Mais je savais, moi, qu'elle nous rendait plutôt honnêtes. Elle détruit les illusions et nous oblige à voir notre propre folie. Parfois, lors des tours de nuit sur les stations orbitales, je captais d'étranges signaux. Ils ne pouvaient pas être déchiffrés, mais sonnaient comme une respiration. Peut-être n'était-ce que des ondes rémanentes, ou peut-être un salut. Personne ne sait ce qui se passe de l'autre côté aujourd'hui. Certains pensent que nous y avons laissé une part de nous-mêmes, non pas nos corps, ni nos machines, mais une pensée, un écho de la conscience humaine qui vit désormais dans leur lumière. Dans les laboratoires, on se demande encore, peut-on considérer cela comme le début d'une coexistence, ou bien avons-nous simplement créé une nouvelle forme d'observation, où ils nous surveillent, comme des adultes surveillant des enfants, jusqu'à ce que nous apprenions à avancer sans détruire? Il n'y a pas de réponse et, à vrai dire, elle n'est plus nécessaire. Le monde a changé. Les anciennes monnaies ont perdu leur valeur. Les armées sont devenues des flottes d'observateurs et les religions de nouvelles sciences. Dans les écoles, les enfants ne dessinent plus de frontières entre les étoiles, mais des motifs de lumière semblables à un réseau reliant toute forme de vie. Mais le prix de ce monde est immense. En orbite tournent encore les débris de ceux qui n'ont pas survécu à la trêve. Parfois, ils s'embrassent dans l'atmosphère, et les gens disent que ce sont des étoiles filantes. Personne ne les contredit, qu'ils le croient. Car peut-être est-ce ainsi que les héros rentrent chez eux. Je pense souvent à cet ingénieur qui a déclenché le résonateur. Son nom était maintenant gravé sur une plaque au pied du musée de la Frontière. Les enfants y viennent et demandent « Était-ce une guerre ou un miracle ?» Je ne sais pas ce que les adultes leur répondent, mais si on me posait la question, je dirais simplement « C'était notre premier pas vers la maturité. » La frontière n'est ni une barrière, ni un ennemi, ni un salut. C'est le souvenir du moment où l'humanité s'est regardée pour la première fois et a eu peur, non de ce qu'elle voyait, mais de ce qu'elle était devenue. Et peut-être que cette peur, justement, est le début d'une nouvelle ère.